Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre pour ce webinaire du mois de juin qui en fait devait avoir lieu en mai le 31 et qui a été repoussé. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour cette session Marie Capard. Bonjour Marie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et Marie va nous parler aujourd'hui des groupes génétiques de MyHeritage. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille de fermer tous les programmes, toutes les fenêtres sur votre ordinateur qui ne vous servent pas comme votre messagerie ou Dropbox par exemple. Montez le volume de vos haut-parleurs ou utilisez un casque. Vous pouvez ouvrir le panneau de contrôle du webinaire et si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, mais sachez que cette session est enregistrée et qu'elle sera ensuite disponible en replay. Alors, vous voyez dans le panneau de contrôle, si c'est votre première fois, vous pouvez écrire ici vos questions. Alors, deux cas de figure où je lirai votre question tout de suite et j'interviendrai en posant la question à Marie ou je répondrai moi-même ou je lirai votre question à la fin de la présentation. Sachez aussi qu'à la fin de la présentation, j'annoncerai le nom d'un gagnant ou d'une gagnante qui remportera un abonnement complet d'une année, donc parmi des participants. Donc tout ça à la fin du webinaire. Deux mots sur MyHeritage, donc c'est votre site de généalogie dans lequel vous pouvez construire votre arbre généalogique, faire des recherches dans la base de données qui contient actuellement 14 milliards de données historiques et bien sûr faire un test ADN généalogique pour approfondir vos recherches généalogiques. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Capard, généalogiste anglo-belge basée à Bruxelles, que nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois déjà pour des sessions sur la généalogie génétique ou sur les recherches en Belgique. Donc, bonjour Marie. Bonjour Elisabeth. Je vais te donner le contrôle de l'écran tout de suite Avec et plaisir. tu vas pouvoir commencer. Ça marche. Voilà, c'est à toi. Voilà, voilà. Super. Et c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de cette grande révolution que nous a amené MyHeritage il y a quelques semaines en la personne des groupes génétiques, qui est vraiment quelque chose pour lequel j'ai un grand enthousiasme. Je crois que vous allez l'entendre au cours de ce webinaire parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous aider dans nos recherches, qui va faciliter nos recherches et qui va vous en apprendre, je l'espère, beaucoup sur vos familles, sur vos origines. Et donc, on va passer en revue aujourd'hui en quoi consistent ces groupes génétiques, mais également comment on est arrivé à ces groupes génétiques. On va un peu repartir en arrière pour que vous compreniez bien ce que sont ces groupes génétiques, comment ils ont été constitués et après comment vous pouvez les intégrer et les utiliser dans votre généalogie. Donc je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce jour et j'espère que tout le monde voilà, à travers le monde est safe et se porte bien et est en forme pour aborder ce super sujet. Donc, sans plus attendre, on va commencer. On va d'abord énumérer le menu du jour, donc à savoir d'abord un petit rappel très rapide parce qu'il y a deux webinaires que j'ai eu le plaisir de donner avec Elisabeth sur les résultats ADN et les résultats poussés de vos analyses ADN et comment faire votre analyse et comment interpréter les résultats et quels outils utiliser pour interpréter les résultats au mieux. Donc, je vous suggère d'aller les revoir si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite de passer aux origines ethniques, ce qui était sur lequel on se basait avant jusqu'à l'arrivée de ces groupes génétiques
on se basait sur les résultats ethniques et parfois pour certains c'était un peu flou, c'était un peu confus, ils ne s'en sortaient pas très bien, etc. Où il y avait des petites confusions, donc on va vite parler de ça également pour ensuite bien vous présenter le nouveau bébé, les groupes génétiques et vous expliquer bien comment ça va vous aider et surtout comment vous pouvez retrouver les informations et du coup après vous en servir pour travailler votre arbre et confirmer, infirmer des hypothèses, etc. Tout ça, c'est vraiment très très chouette et passionnant. Voilà, voilà. Donc, hop. Donc, on va travailler sur d'abord les résultats. Il faut bien comprendre que lorsqu'on fait un test génétique soi-même, la partie résultats globaux, que ce soit la partie résultats ethniques ou résultats groupe génétique, ça va à chaque fois être une comparaison de votre génome à vous, qui vous est personnel, sauf si vous avez un jumeau, une jumelle, et encore, parfois ça peut, il y a des petites mutations qui peuvent voilà, qui peuvent survenir, mais sinon normalement, ben voilà, chacun a son propre génome, mais on s'inscrit également dans des groupes humains, des familles, puis à l'échelle au-dessus des populations. Et ces populations vont essaimer à travers le monde et vont quelque part créer un phyllo tree, donc un arbre de vie de groupes de populations qui se promènent à travers la planète et qui évoluent en fonction du temps et en fonction des lieux. Et c'est bien important de comprendre que c'est là-dessus qu'on travaille quand on travaille avec les origines ethniques ou quand on travaille avec les groupes génétiques. C'est la variation, les différences que peuvent connaître les groupes humains. Voilà, on parle beaucoup maintenant du virus et des variants du virus, mais les humains aussi ont connu des variants et quelque part on est chacun un variant d'une grande échelle humaine au niveau mondial. On vient tous, voilà, on vient tous d'un même ancêtre il y a fort longtemps, mais au fur et à mesure des siècles, eh bien, les peuples se sont dispersés à travers la planète et les groupes, le génome a varié. Et donc, voilà, c'est l'architecture, c'est l'étude de l'architecture de la variation du génome entre populations. Alors, on va partir d'un exemple, on va partir voilà, d'un monsieur qui s'appelle Quentin, qui a fait un test chez MyHeritage, comme il a très bien fait de faire pour en apprendre plus sur ses origines. Et petit rappel au niveau génétique, quand vous faites le petit test, quand vous swipez dans votre bouche et que vous le renvoyez au labo et que quelques semaines après vous avez les résultats génétiques qui tombent avec vos résultats, et vous avez peut-être testé quelqu'un d'autre dans votre famille et vous n'allez pas tout à fait avoir les mêmes résultats au niveau des origines ethniques, et vous allez vous demander même enfin qu'est-ce qui se passe, pourtant c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon cousin, c'est mon oncle, etc. On a une relation de famille qui est prouvée, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose? Bien, la réponse est très simple en fait, c'est pas compliqué du tout à comprendre. Voilà, notre ami Quentin qui a fait son test, voilà, chez MyHeritage, notre ami Quentin, donc il a hérité 50% de son patrimoine génétique du côté de sa maman et 50% du côté de son papa. Et on va dire que du côté de sa maman, ils sont plus ou moins tous de la même, voilà, du même coin, de la même origine, etc. Ils sont tous violets. On voit les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Ils sont violets. Et donc, Quentin, tout ce patrimoine génétique est descendu de Quentin, 50% de sa maman, 25% de ses grands-parents, 12% et demi en moyenne. Hein, ce sont des catégories, des ranges de ses arrière-grands-parents. Et Quentin a hérité du patrimoine génétique de 50% de sa maman et de son chromosome X, parce que je rappelle que les hommes reçoivent leur chromosome X de leur maman.
dès que les femmes reçoivent un chromosome X de la maman, un chromosome X du papa. Et donc, voilà, du côté du papa de Quentin, on a un peu plus de mélange, on voit que c'est un peu plus bigarré, on voit qu'ici, ben voilà, là il y a du gris, hop, on voit que les 4 arrière-grands-parents, c'est bleu, rouge et orange. Et on va voir que ça va se ressentir à la génération des grands-parents de Quentin. Donc voilà, parce qu'ici on a Madame Bleu, Monsieur Rouge, et puis un couple de 2 oranges. Voilà, qui venait aussi peut-être du même coin ou qui était proche, ou bien 19e siècle, on se marie peut-être entre cousins, qui sait, il y a un peu d'endogamie. Donc voilà, rouge, bleu et orange. Et à la génération suivante, évidemment, le grand-père paternel de Quentin, il va hériter moitié bleu de sa grand-mère, moitié rouge de l'autre, et le grand-père de Quentin va être le produit du mélange entre ses propres parents à lui, donc les arrière-grands-parents de Quentin, et donc le grand-père va être un mélange bleu-rouge. Voilà. Tandis que la grand-mère, eh bien, elle va être complètement orange, vu que l'arrière-grand-mère est orange, l'arrière-grand-père est orange, et donc fatalement, la grand-mère sera toute orange et le grand-père, il est moitié bleu, moitié rouge. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la génération du papa? Évidemment, vu qu'il hérite de sa maman, il a hérité la moitié voilà, de la grand-mère de Quentin, le papa en a hérité 50%, et comme la grand-mère était toute orange, voilà. Et comme son papa était bleu et rouge, eh bien, il a hérité une moitié de bleu, une moitié de rouge. Mais alors, tout ça, ce n'est pas figé, parce que les gens ont tendance à penser qu'on hérite 50% du patrimoine génétique du papa, 50% du patrimoine génétique de la maman, et que c'est figé, que c'est 50% point. Mais non, parce qu'à chaque génération, ça peut être 75-25, ça peut être 65-35, voilà. Et c'est ce qui explique également qu'il y a des différences au niveau, par exemple, entre cousins germains ou entre frères et sœurs, qu'on ne soit pas tout à fait. Alors, évidemment, au niveau du nombre de segments et au niveau du pourcentage d'ADN partagé entre les gens, ça va pouvoir déterminer ou exclure des relations familiales. Mais en termes de quantité de mélange, le nombre global de mélange, oui, ça sera 50% du papa, 50% de la maman, mais ça sera peut-être plus nuancé à l'intérieur, entre guillemets, ça va être peut-être 65% du papa, 35% de la maman, etc. Et c'est valable également à l'intérieur du génome. Donc vous allez avoir à un moment donné des gènes qui vont se recombiner et qui vont prendre un petit bout de gène de tel chromosome du papa, un petit bout de gène de tel chromosome de la maman, et ça va donner l'être unique que vous allez devenir par la suite. Donc, tout ça pour dire qu'on est chacun un beau mélange de ses parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, mais que eux-mêmes étant déjà souvent, comme on le voit ici avec le grand-père paternel de Quentin, des mélanges, eh bien vous, quand on regarde ici Quentin, finalement, Quentin, il a 50% de violet de sa maman, il a 25% de son papa, parce qu'il a hérité des 25% sur les bases des 50% que son papa avait lui-même hérité, et puis 12,5% de son grand-père paternel, du bleu, et 12,5% aussi du grand-père paternel, du rouge. Qui était le produit, parce que son grand-père paternel était le produit de ses arrière-grands-parents qui étaient bleus et rouges. Et on le voit, ça c'est vraiment une slide qui explique vraiment bien, je trouve, la manière dont les gènes se mélangent et peuvent se recombiner dans un individu. On le voit ici, Quentin, au final, c'est 100% à lui, ça va être 50% de sa maman, parce que du côté de la famille de son maman, c'est tout violet. Et puis, ça va être un beau, alors en Belgique, on dit melting pot. Voilà, je ne sais pas si ça se dit aussi en France ou dans les autres pays francophones, mais un melting pot, un mélange sur base de son ascendance paternelle. Alors, on a effectivement
voilà, alors il a du côté de sa maman, c'est clair, du côté de son papa, ben on voit qu'ici la plus grosse partie qu'il a héritée du côté de son papa, c'est l'orange, parce qu'évidemment, quand on va du côté de sa grand-mère paternelle, eh bien, on voit bien que y a plein d'oranges et donc il y avait statistiquement une probabilité pour qu'il y ait plus de segments orange qui arrivent jusqu'à Quentin. Mais voilà, c'est le beau mélange des familles et c'est ce qui explique que les gens d'une même famille, même si c'est prouvé que c'est les mêmes membres d'une même famille, parce que parfois on a des messages de gens en panique. Oh, ma sœur n'a pas du tout les mêmes choses que moi, ou on a vraiment des variations avec une grosse différence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas ma sœur? Voilà, c'est pas dans la combinaison qu'il faut regarder, c'est dans le voilà, c'est dans le nombre de centimoriennes communs, le nombre de segments, le nombre de pourcentages ADN en commun que vous allez pouvoir déterminer la taille des segments et le volume d'ADN en commun et le fait et les différentes possibles relations, même si là aussi c'est des catégories, hein, c'est des ranges. Hein, donc voilà, on peut très vite la frontière cousin germain, la frontière cousin germain frère et sœur, ou nuit frère et sœur parfois, c'est un peu voilà tangent, mais il y a des outils qui existent pour vous aider à faire la part des choses. Mais en tout cas, pas de panique si vous n'avez pas au final le même résultat. Voilà, si ça se pourrait que Quentin ait un frère et que son frère ce soit l'inverse, quoi. Voilà, il héritait 12% de rouge et 12% de bleu dans l'autre sens, et que ce soit remélangé d'une autre façon. Donc ça, c'est très 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 important à comprendre pour comprendre pourquoi on n'a pas tous les mêmes chiffres, même quand on est issu d'une même famille et même quand voilà, il y a une fratrie qui teste ou des cousins qui testent, etc. C'est très important à comprendre. Et donc aussi, ben voilà, pourquoi les origines de mes ancêtres ne se montrent pas dans mes origines ethniques, c'est également parce que voilà, on a tous cette recombinaison et donc il y a des segments aussi qui ne vont pas passer. Par exemple, Quentin, la génération d'après, c'est 12%, ça sera déjà 6%, la génération d'encore après, ça sera 3%. Et donc, il y aura les lieux sur lesquels vos ancêtres ont vécu ne vont peut-être pas forcément se montrer parce que c'est peut-être pas ces segments-là qui vont être transmis. Et à contrario, vous allez peut-être avoir dans vos résultats des lieux géographiques auxquels vous n'avez pas pensé parce que vous ne les avez pas trouvés ou parce que vous ne les avez pas trouvés dans votre arbre, mais qui en même temps font sens parce que ce sont ces segments-là qui ont été transmis de génération en génération dans votre génome. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi j'ai beaucoup d'anglais et j'ai pas d'ancêtres en Angleterre dans mon arbre, je n'en retrouve pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on m'a raconté des bobards? Non, pas du tout. C'est juste que, par exemple, dans la comparaison dans laquelle on va venir là tout de suite dans la présentation, eh bien, peut-être que vous avez des ancêtres qui étaient originaires d'un endroit où le pool génétique est tout à fait similaire ou assimilable à des Anglais parce qu'à un moment donné, il y a eu des interactions entre populations, je pense notamment à la Normandie, voilà, qui a été anglaise pendant longtemps, et dans lequel il y a eu beaucoup d'interactions. Et au niveau génétique, évidemment, forcément, ça va se ressentir, et vous allez avoir cette catégorie anglaise qui va ressortir, même si dans votre arbre, vous n'allez pas avoir. Et justement, les groupes génétiques vont aider à affiner ces résultats-là et à mieux vous faire comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces résultats-là, d'où viennent les populations génétiques liées à ces résultats, et après à croiser ça avec vos matchs et à croiser ça avec les arbres, et vous allez voir que ça va probablement, plus que probablement, vous aider, et en tout cas vous aider à y voir plus clair dans vos origines, ce qui est juste génial. Et donc voilà, donc on a ces ancêtres qui est par exemple bleu et violet ici, hop, plus orange, et il va y avoir une recombinaison à la génération d'après
qui va du coup faire un mélange entre le orange, le bleu et le mauve, forcément, vu qu'on a fait bleu, violet et orange. Et du coup, la génération d'après, ben, ça va être orange, enfin, ou jaune, et bleu et violet, et bleu et violet. Et donc, ça va faire un... Voilà. Et alors, si maintenant on rajoute gris, hop, voilà, on va avoir certains segments qui vont être hérités du côté paternel, le jaune et le bleu, et on va avoir certains segments qui vont être, c'est du vert, mais voilà, c'est du vert très pâle. Hein. Voilà, c'est du vert, mais le violet ne se repasse pas. Pourquoi? Ben parce qu'il ne s'est pas transmis à la génération d'en dessous. Donc voilà, si ça se trouve, mettons que moi je suis cette génération-là, je suis la génération 50% jaune, 30% violet, 20% bleu, et mon mari c'est le vert. Ben, peut-être que mes enfants n'ont pas eu de violet, mais ça ne veut pas dire pour ça que mon violet n'existe pas. Il est dans mon ascendance à moi, mais il n'a pas été transmis à mes enfants. Et en fait, si on décale de plusieurs générations, on peut dire que, par exemple, si la première ligne, ce sont vos arrière-arrière-grands-parents, la deuxième ligne, vos arrière-grands-parents, et puis la dernière en bas, vos grands-parents, eh bien, vos grands-parents n'ont pas hérité de certains segments qui, pourtant, existent dans vos origines. Donc, c'est l'explication de pourquoi on ne voit pas certaines origines dans les origines ethniques. J'espère que ça aura permis, j'espère que cette petite explication aura permis d'un peu éclaircir les raisons pour lesquelles voilà, vous ne trouvez pas forcément vos ancêtres comment dire, que vous ne trouvez pas forcément les origines ethniques les origines de vos ancêtres en disant ben voilà, oh je suis sûre que mon ancêtre il était en Espagne, pourquoi j'ai pas d'espagnol, etc. Votre ancêtre était plus probablement en Espagne, c'est juste que c'est pas passé dans ces segments-là. C'est peut-être passé dans le segment des cousins. Hein. C'est aussi pour ça que c'est très important de tester le plus grand nombre de gens possible dans votre famille. Et principalement les gens les plus âgés. C'est vraiment la chose la plus importante parce que justement, ben voilà, d'où la raison pourquoi c'est important de tester les gens les plus âgés. Parce que justement, eux, ça va être la première ligne, leurs enfants la deuxième, leurs petits-enfants la troisième. Mais le violet à la troisième ligne existe, le mauve, enfin le violet, il n'existe plus. Tandis qu'il est encore là pour les générations en dessous. Donc c'est vraiment très important de tester dans sa famille, parce qu'il y a peut-être des personnes de la famille qui ont reçu d'autres segments, il y a peut-être des personnes, ce ne sera pas le jaune à la ligne d'en dessous, ce sera le violet. Et donc, c'est très précieux de tester les personnes les plus âgées et de tester d'autres membres de sa famille, parce que ces autres membres de la famille ont peut-être reçu des segments que vous n'avez pas reçus et appartenant à la même famille. Donc, ça peut vous aider à avancer dans vos recherches également. Alors, hop, pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Alors, vous connaissez tous, je l'espère, sinon je vais vite en dire quelques petits mots, les estimations des origines ethniques de MyHeritage. Donc, quand vous faites votre petit test et que vous le renvoyez, il y a plusieurs choses importantes que vous recevez en retour. Vous recevez d'abord la super petite présentation avec la petite vidéo, la musique d'attente et tout. Et puis les résultats, ça c'est super chouette. C'est la cerise sur le gâteau. Mais vous avez aussi vos résultats d'origine ethnique en pourcentage. Et vous avez également vos correspondances avec la comparaison avec les autres personnes qui ont fait des tests ADN chez MyHeritage ou qui sont venus déposer leurs résultats d'un autre opérateur chez MyHeritage pour pouvoir déterminer entre vous les liens familiaux et l'ancêtre commun. Alors, ce que je dis toujours aussi, c'est que il faut pas se désespérer. Les résultats, en fait, sont le début de la recherche. Il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que recevoir les résultats, c'est la fin d'une recherche. Pas du tout. C'est
exactement le contraire, en fait. Les résultats, c'est le début de la recherche. C'est à partir du moment donné où vous recevez les résultats, c'est là que vous allez pouvoir commencer à creuser. C'est là que vous allez pouvoir commencer à rechercher les liens avec les autres personnes. À voir, ah tiens, j'ai un pourcentage de 3% avec telle personne. Tiens, quel lien on pourrait bien avoir, lui et moi? Comment est-ce qu'on pourrait retrouver le pourcentage commun? Est-ce que cette personne a mis un arbre en ligne? Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer un message à cette personne pour communiquer, pour dire tiens, quels sont les noms dans votre famille, etc. Je pense que nous sommes cousins quelque part. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour déterminer où? Tous ces petits trucs-là, toutes ces petites astuces-là, je les ai développées dans le webinaire concernant les recherches avancées ADN, donc le deuxième webinaire sur l'ADN qu'on avait fait. Tout ça est développé dans ce webinaire-là, donc je vous renvoie à ce webinaire-là pour trouver des trucs et des astuces pour bien interpréter vos résultats. Mais je le répète 1000 fois, tant pour les origines ethniques que pour les correspondances, recevoir les résultats, c'est le début de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être les gens qui sont j'ai reçu mes résultats mais je ne sais rien faire. Ben non, c'est à partir du moment donné où vous avez reçu vos résultats que ça va vous permettre de travailler, d'avoir votre base de travail en généalogie génétique pour travailler au lien avec votre arbre par exemple, ou à trouver des cousins communs, etc. Et donc les origines ethniques, voilà, qui couvrent 42 régions à travers le monde, qui sont assez bien dispersées. Voilà, comment est-ce que ça se présente? Donc voilà, ici on a les origines ethniques de John Smith. On aurait pu l'appeler Quentin Smith, mais voilà, c'est John Smith. Et John Smith, on voit qu'il est à 57,9% européen, qu'il est à 36,2% asiatique, qu'il a un 4,8% de Moyen-Orient et 1% d'Afrique. Et au final, toute cette combinaison, c'est John Smith à 100%. Et on voit ici que en Europe, on voit que ses origines se situent principalement au Pays de Galles, Écosse et Irlande à 19%, et Angleterre à 13%, mais également dans le sud de l'Europe, donc en Espagne et en Grèce et en Italie du Sud. Donc voilà, ici. Voilà, voilà. Et on peut voir les différentes capacités d'origine de John. Et ça, déjà, ça peut déjà vous donner quelques interrogations. Quelques interrogations et quelques réponses par rapport à vos origines. Voilà. Mais maintenant, je le répète, c'est tel que votre génome à vous. Donc, il y a des segments que vous n'avez peut-être pas hérités. Il y a des gens, ah oui, mais pourquoi j'ai pas plus d'espagnol? Mon grand-père était espagnol. Oui, mais peut-être que vous n'avez pas hérité tant de segments du grand-père que ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est d'abord l'anglais et l'européen du nord-ouest en premier et pas l'espagnol. Et que l'espagnol vient après seulement à 17%. Voilà, parce que la recombinaison dont on a parlé tout à l'heure, la recombinaison génétique a fait que vous avez peut-être hérité de moins de segments que vous ne pensiez de votre grand-père espagnol. Ça ne veut pas dire que votre grand-père n'est pas votre grand-père. Hein. Il est toujours votre grand-père, rassurez-vous. Enfin, sauf si à un moment donné vous découvrez dans les correspondances des secrets de famille, mais ça n'en fait pas moins votre grand-père parce que vous n'avez pas forcément hérité des segments. Voilà, par exemple, moi quand j'ai reçu mes résultats, mes origines ethniques, j'ai vu que j'avais beaucoup plus d'anglais code contemporain européen qui est du côté de mon papa, et je me dis que ben voilà, probablement j'ai hérité de beaucoup plus de segments du côté de ma maman que du côté de mon papa, et ce qui explique ce fort pourcentage d'origine ethnique. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à... Donc ça, vous le connaissez bien, la plupart d'entre vous, vous le connaissez, vous savez ce que ça veut dire et aussi ce que ça ne veut pas dire. C'est ça qui est important à savoir aussi. Mais comment est-ce que ça s'est... comment est-ce qu'on est arrivé à avoir ces origines ethniques? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce tableau de pourcentage en partant de votre ADN et en partant justement de populations fondatrices? Et donc, votre ADN est comparé à une base d'utilisateurs
qui possédaient au moins 4 générations dans la même région. Donc, on peut dire que la génération est bien installée, qu'elle n'a pas bougé, qu'elle est restée bien ancrée et qu'elle a a priori une ascendance encore importante dans des régions du monde. Et on a choisi cette population, et je vais citer mon amie Jodie Russell qui a bien défini les choses. Donc, elle définit ça comme plus de 5000 utilisateurs choisis avec au moins 4 générations dans la même région, population de référence, groupe avec des origines bien définies auxquels notre ADN est comparé pour tirer des conclusions à propos de ces groupes ethniques. Et c'est vraiment tout à fait la meilleure définition qu'on pouvait trouver pour ces éléments. Votre ADN, quand il est analysé au laboratoire, il est comparé à cette base de données, et c'est en comparaison à cette base de données, et la base de données, elle est déjà, voilà, elle est forte parce que les générations sont dans la même, dans les mêmes régions. Donc, voilà, on sait qu'il y a une attache de ces familles, de ces échantillons, entre guillemets, dans un même lieu. C'est pas des gens qui ont bougé et dont on pourrait dire, ah ben mince, ça va fausser les résultats, etc. On a choisi exprès des populations. Il y a des gens qui ont travaillé pour sélectionner précieusement ces populations-là pour pouvoir y comparer votre génome et pour pouvoir sortir avec ces conclusions en termes de résultats de comparaison. Et vous allez voir qu'au niveau des groupes génétiques qui sont maintenant possibles et utilisables, vous allez voir que là, on va passer vraiment à un niveau super et supérieur et vraiment génial, parce que ça ne va pas être seulement être un élément avec un étalon, parce que voilà, les groupes de population de référence, ce sont des étalons maîtres. Et on compare votre génome dedans et on voit, ah bah oui, tiens, c'est plutôt comme ça, et c'est autant qui correspond à tel, et alors avec des origines géographiques très larges. C'est ce que tout le monde dit toujours. Tout le monde dit oui, mais c'est pas très très précis, etc. Ici, on va voir que ça va devenir de plus en plus précis et on va vous montrer comment. Et c'est vraiment super parce que ça va vraiment amener votre recherche à un autre niveau et ça va vraiment intégrer. J'aime bien l'idée. Votre arbre généalogique et vos recherches, c'est une parallèle. Les origines ethniques, c'est une autre parallèle qu'on a déduit de votre première parallèle en disant, ben voilà, on a déduit cette parallèle en comparant à ces populations de référence et en disant, ben voilà, vous avez une estimation qui vient de X% de Britanniques, X% d'Espagnols, X% de Sardes, etc. Mais maintenant, on va vraiment monter ça, et avec une technique assez évoluée, je vais vous montrer, à un autre niveau et faire en sorte qu'en fait ces deux parallèles à un moment donné vont se rejoindre. Ça va être assez fabuleux. Et donc les populations de référence dont je parlais juste avant, qui ont été utilisées pour les origines ethniques, les voici. Ça, c'était la liste des populations de référence utilisées pour les origines ethniques. Et vous voyez, il y en a... Il y en a de partout, il y a du Moyen-Orient, en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, voilà. Il y a un peu tout, c'est la liste de toutes les populations de référence qui étaient possibles dans le pool d'échantillons auxquels votre génome, votre ADN était comparé. Et on arrivait avec ça à 2114 régions géographiques dans le monde, dans lesquelles on pouvait comparer vos origines et dire, ah ben voilà, vous êtes plutôt Amérique du Nord et vous êtes plutôt de ce coin-là de l'Amérique du Nord, vous êtes plutôt Amérique du Sud et vous êtes plutôt à l'ouest de l'Amérique du Sud, ou bien vous êtes Moyen-Orient mais plutôt côté Égypte, ou vous êtes Europe mais vous n'êtes pas Europe du Nord, vous êtes Europe du Sud, Italie, Espagne, etc. Donc voilà, il y avait une liste de 2114 régions géographiques pour aider MyHeritage à donner le meilleur layout possible et la meilleure représentation cartographique possible de vos origines.
Donc voilà, et donc ça donnait, par exemple, voilà, ça c'est moi. Je l'ai mis parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a moyen quand vous êtes sur vos origines ethniques, et ça date d'il y a un petit temps maintenant, mais c'est toujours, enfin un petit temps non, mais c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est peut-être passé inaperçu chez certains d'entre vous. Vous pouvez non seulement apprendre l'histoire, bon c'est en anglais parce que mon MyHeritage est en anglais, mais vous pouvez tout à fait le mettre en français, l'histoire de cette ethnicité, et également écouter une petite musique à chaque fois en lien avec un air traditionnel et tout, c'est très très chouette. Surtout si comme moi vous avez à un moment donné un pourcentage d'un endroit que vous ne connaissez pas du tout, c'est très très chouette d'écouter la petite musique de cet endroit et de voir ici d'où venaient les gens. Et alors si vous descendez, ça se voit pas sur la slide, mais si vous descendez, vous allez voir les correspondances qui partagent ce groupe ethnique avec vous. Et donc ça, c'est très chouette parce que du coup, vous pouvez déjà quelque part faire un peu le tri. Si vous savez, par exemple, que vous avez une branche espagnole, vos matchs, a priori, si vous êtes dans le groupe ethnique ibérique, et vous voyez quels sont les matchs qui partagent, les correspondances qui partagent le groupe ibérique avec moi, voilà, ça peut déjà vous donner des indications sur de quel côté chercher dans votre arbre ou de quel côté, à quel côté paternel ou maternel ces personnes peuvent se rapporter, vu que je vous rappelle que les tests autosomo comme Heritage ne vont pas faire le distinguo paternel et maternel dans les résultats. C'est à vous, sur base de votre travail de recherche et d'analyse, d'essayer de distinguer, de triangulation par exemple, d'essayer de distinguer quelle correspondance vient de quel côté. Est-ce que ça vient du côté de votre papa? Est-ce que ça vient du côté de votre maman, etc. Et donc, le fait de voir les correspondances qui partagent avec vous ces origines ethniques-là, mais ça peut déjà vous aider à faire un fameux tri pour orienter vos recherches et planifier votre projet de recherche. Et donc, on en arrive à la nouvelle aventure des groupes génétiques qui font vraiment, ça me fait très très plaisir quand cette nouvelle fonctionnalité est arrivée, a été présentée par Heritage. J'ai vraiment sauté de joie parce que ça va vraiment permettre, c'était le chaînon manquant qui nous manquait pour travailler sur les liens entre les origines ethniques et les correspondances, et ça va vraiment énormément vous aider, je l'espère, et je serai ravie d'entendre vos retours sur cette nouvelle fonctionnalité parce que c'est trop génial. Donc, les groupes génétiques vont vous permettre une plus grande définition de vos recherches. Vos recherches vont être, les résultats de votre test vont être affinés. Il va y avoir un affinage géographique qui va vous permettre et qui va vous permettre encore pendant longtemps, parce que c'est quelque chose, c'est un travail qui est encore, donc ça a déjà commencé, il y a déjà des endroits géographiques qui sont très détaillés, on va dire ça, mais il va y en avoir de plus en plus qui vont être détaillés. Donc au plus ça va aller, au plus vous allez avoir la nuance et le détail au niveau géographique de vos origines, et ça va vraiment pouvoir orienter vos recherches. Donc ça va être chouette. Des résultats plus précis également. Et pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment ils ont été construits, mais les résultats in fine des groupes génétiques vont avoir un degré de justesse et de finesse plus précis que, je vais dire bêtement, c'était pas bêtement, mais vous voyez l'idée, de comparaison de votre génome à un échantillon de population établi depuis 4 générations dans certains endroits. Ça va vraiment plus être, vous avez acheté une robe ou un costume, vous l'aviez acheté en prêt-à-porter, ben là maintenant on va faire du sur-mesure. Voilà, c'est ça. C'était déjà un beau costume, c'était un costume intéressant à regarder, à porter, à voir, etc. Maintenant, on est dans le tailleur sur mesure, donc ça, c'est vraiment, ça va être vraiment super. Et alors, une approche différente également pour la construction des groupes. Et donc, pour bien comprendre ce que sont les groupes génétiques, j'ai envie de vous expliquer
comment ils ont été pensés et élaborés par MyHeritage, comment ils l'ont construit et pour notre plus grand plaisir, et du coup, à quel résultat on va arriver à la fin et comment s'en servir. Alors, la construction des groupes génétiques, ça s'est passé comme ça. Hop, voilà. On a pris en compte, donc voilà, il faut vous représenter que sur MyHeritage, il y a 5 millions de données ADN, il y a 21 000 groupes génétiques, et donc il y a énormément de données. Toutes ces données, elles sont là, elles sont disponibles, et qu'est-ce qu'ils ont fait à MyHeritage? Ils ont pris l'ensemble des correspondances d'une personne, voilà, ça c'est, on va dire que la petite boule rouge, là, c'est notre Quentin, ou notre testeur, ou vous, ou moi, qui peu importe. Et on a pris l'ensemble des correspondances. Souvent, quand vous regardez le nombre de vos correspondances, vous en avez plusieurs milliers, etc. Voilà. Et bien, on a repris l'ensemble des correspondances de chaque utilisateur. Vous imaginez le nombre que c'est, j'ose même pas imaginer en termes de décimales. Je vous avoue que j'ai essayé de compter, mais je suis vite arrivée. Je vais arrêter. Au-delà du nombre global, mais si on essaie de prendre chaque utilisateur, le nombre de correspondances de chaque utilisateur, et on a pris les correspondances des correspondances. Ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent déjà quand on utilise, par exemple, de la triangulation. Voilà, on utilise des correspondances de correspondances. Mais ici, on l'a pris vraiment à une échelle complètement énorme, où on a pris les correspondances des correspondances de chacun et pour trouver les liens communs entre eux. Et ça va rappeler certaines choses à certains d'entre vous qui sont déjà familiers avec la généalogie génétique, bien entendu, de faire cette espèce de réseau entre matchs, non seulement entre le testeur et ses correspondances, mais également entre les correspondances des correspondances et entre elles. Voilà. Vous allez avoir des correspondances entre elles, ici. Hop. Et ça va vous permettre de reconstruire les familles et les liens entre vos correspondances, les correspondances des correspondances, vous-même, évidemment, forcément, parce que vous êtes le maillon central de la chaîne, et vous retrouvez les familles. Alors, c'est quelque chose qui va, je viens de dire, parler à certains d'entre vous déjà bien familiers des outils de MyHeritage. J'ai notamment un outil que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, qui sont les autogroupes, donc qui vous permettent de générer vos correspondances de façon structurée par groupe pour bien visuellement voir quels sont les groupes de correspondances qui tiennent ensemble et qui donc potentiellement appartiennent à la même branche. Et donc vous voyez ici qu'il y a 4 groupes de correspondances. Vous avez toutes les correspondances ici. Et les autogroupes peuvent être générés automatiquement par un outil MyHeritage. Vous demandez sous abonnement, vous demandez la création de votre autogroupe et quelques minutes, voire heures après, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et vous pouvez du coup y travailler parce que c'est un outil très utile et très intéressant parce que ça permet déjà de faire un pré-tri. Avant, les gens devaient prendre la liste des correspondances, les trier soi-même ou les trier sur une feuille Excel, etc. Et ça prenait beaucoup de temps. Ça faisait une prise de tête, etc. Mais MyHeritage et la technique est venue à la rescousse et maintenant ces groupes peuvent être classés de façon tout à fait automatisée et ça c'est vraiment super parce que du coup c'est la science et la magie de la science et de la technique qui vous permet de générer vos autogroupes et d'avoir des informations concernant voilà, vos correspondances et les liens que ces correspondances ont entre eux.
ce qui vous permet du coup d'élargir votre recherche parce que vous pouvez voir si qui a des arbres. Ah tiens, ils ont le même arbre. Ah tiens, ceux-là en fait ils sont cousins germains, donc leurs grands-parents, hop, voilà qui sont leurs grands-parents, etc. Et comme ça, retrouver le lien avec vous si vous n'avez pas trouvé déjà actuellement. Donc ça, c'est vraiment super magique. Et en fait, on a fait ce même travail de relais et de réseau entre les correspondances pour chaque utilisateur à un niveau énorme, au niveau de tous les utilisateurs. Je rigole quand j'en parle parce que c'est tellement waouh, c'est tellement hallucinant. Moi, j'ai une admiration totale pour le staff de MyHeritage qui a travaillé là-dessus parce que je suis bête d'admiration parce que je trouve ça génial d'avoir créé ces clusters, mais vraiment à un niveau global pour pouvoir. Ah, ma slide ne veut plus passer. Pourquoi? Ah, voilà. Pour pouvoir créer des milliards de correspondances. Alors, l'illustration n'est pas la réelle illustration de ces milliards de correspondances entre elles générées par MyHeritage, mais c'est à mon avis ce qui se rapproche de la représentation graphique de ces milliards de correspondances. Vous imaginez le nœud de réseau énorme que c'est juste absolument fantastique. Voilà, et je suis très très reconnaissante notamment à Rensnir d'avoir trouvé cette magnifique illustration parce que c'est vraiment ce qui représente le mieux en fait ce réseau de correspondance sur lequel on va se battre. C'est vraiment, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment fabuleux de penser que voilà, et nous on est un petit, voilà, notre cluster est un des petits maillons de la chaîne. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc c'est ce réseau énorme de correspondances. Évidemment, ils se regroupent en groupes. Les gens, après, vont être quelque part, c'est la magie de la technique et des algorithmes, etc. Les groupes vont se recréer dans ce réseau-là. Et ça va être la base et la genèse pour la création de ces fameux groupes génétiques qui me plaisent tant. Et donc, voilà, vous voyez ici tous les groupes, mais il y en a d'autres. Et voilà, et donc, vous avez identifié à chaque fois un groupe, une constellation, on va dire, de clusters qui forment des groupes. Mais ces groupes, ce sont des utilisateurs. Les utilisateurs, il y a 5 millions d'utilisateurs et utilisatrices de MyHeritage DNA. Il y a 37 à ce jour, il y a 37,4 milliards de correspondances ADN sur MyHeritage. Donc vous imaginez le nombre, les milliers de groupes qui peuvent ressortir de ces millions d'utilisateurs et de leurs milliards de correspondances. Donc, ça fait vraiment un énorme réseau, une base de données gigantesque de réseau sur lequel MyHeritage s'est basé pour déterminer ces groupes et pour utiliser le plus intelligemment toutes ces données venues des utilisateurs et venues des correspondances. C'est pour ça les groupes génétiques, c'est le méta des origines ethniques. C'est vraiment, c'est fantastique. Je n'ai pas d'autres mots. Et donc voilà. Donc on va partir des groupes. Et puis on va voir que dans ces groupes, les gens, alors on a sélectionné les gens qui avaient des arbres. Et évidemment, dans ces arbres se trouvent des ancêtres. Des ancêtres qui sont nés, qui se sont mariés et qui ont vécu à des endroits déterminés. Alors, d'où l'importance de vraiment déposer un arbre, même si c'est un arbre brouillon, du moment que vous le mettez, que vous le stipulez, que vous le savez que c'est votre arbre brouillon, ou voilà, déposer des arbres, déposer au moins une base de noms, de famille, de patronymes, de lieux et de dates. On a déjà tous eu des matchs ADN, des correspondances ADN,
qui avait l'air très intéressant, mais la personne, l'utilisateur ou l'utilisatrice, avait déposé aucun arbre, aucune information, et donc du coup, forcément, on doit les contacter en disant, ben voilà, alors parfois ils ont un arbre ailleurs, ou ils l'ont à la maison, ou il y a moyen d'avancer, mais ça fait gagner du temps à tout le monde de dire, ah ben tiens, voilà, moi j'ai déjà résolu des liens entre des correspondances ADN, parce que les correspondants avaient déposé un arbre, que dans l'arbre, j'y ai trouvé un patronyme qui me parlait, et ben, en remontant de leur côté, puis en remontant dans mon côté, je dis, ah bah oui, effectivement, on descend bien de cette branche-là qui venait de tel endroit, etc. C'est vraiment très important de déposer des arbres pour avoir des indications sur les lieux d'origine de vos ancêtres et les lieux de vie de vos ancêtres. Et donc voilà, donc ces groupes, on en a extrait ceux qui avaient des arbres, et dans les arbres, évidemment, les ancêtres qui ont vécu, qui sont nés, qui se sont mariés, qui sont morts. Et qu'est-ce qu'on a utilisé pour la construction de ces groupes comme information dans ces arbres? Les événements familiaux, bien sûr, naissance, mariage, décès, les patronymes communs, les événements migratoires individuels, voilà, une famille qui va déménager des Pays-Bas à la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis au XVIIe siècle, des événements migratoires distincts mais avec une même origine. Donc, par exemple, il peut y avoir également plusieurs familles venant d'un même endroit qui ont toutes immigré. C'est déjà arrivé souvent, en général, souvent, immigration, surtout au niveau du 19e siècle, etc. C'était souvent des gens d'un même village. Il y avait des recruteurs qui venaient dans les villages pour passer, pour vendre la terre promise, etc. Je sais, par exemple, en Belgique, il y a 40% d'un village au 19e siècle, ils sont tous partis aux États-Unis. Ils ont tous été recrutés, ils sont tous installés dans un même État des États-Unis. Et voilà, mais ça, c'est des événements migratoires individuels distincts, mais ils venaient tous du même village. Et après, ces gens aux États-Unis, ils ont essaimé, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, etc. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont allés habiter dans d'autres États. Maintenant, ils sont répartis dans tous les États-Unis. Mais au fond, au final, ça vient de ces familles qui ont émigré individuellement, mais séparément, d'une même origine. Donc voilà, mais ça peut être aussi d'autres groupes de population dans d'autres pays, etc. Donc voilà, les événements migratoires distincts mais avec une même origine, les origines ethniques dans un groupe aussi, pour comparer, donc on a implémenté les origines ethniques avec l'échantillon des 4 générations dans des groupes, et différents groupes avec des origines géographiques communes. Donc ça, c'est les différents éléments sur lesquels on s'est basé pour construire des groupes génétiques. Et c'était vraiment absolument génial parce que le but, c'est de raconter une histoire, de raconter votre histoire à vous, d'essayer de déterminer au plus près possible d'où viennent vos ancêtres et du coup vous permettre, en croisant avec vos correspondances, en croisant avec vos arbres, de retomber sur vos ancêtres ou de faire les connexions qui s'imposent, mais également de raconter l'histoire de l'évolution des groupes humains qui se sont déplacés à un moment donné, ensemble ou séparément, d'un endroit à un autre du monde. Pas seulement d'une région, mais du monde. Et donc, le but, c'est de raconter votre histoire en parlant des résultats du groupe génétique qui vous colle le plus au corps, c'est le cas de le dire, possible. Et donc voilà, par exemple ici, en Finlande, on a ce groupe, voilà, leur origine moyenne. Vous voyez, avant, dans les groupes, dans les origines ethniques, il était mis, voilà, anglais, Pays de Galles, irlandais, mais il n'y avait pas beaucoup de détails. Maintenant, on va pouvoir, ou alors on ne savait pas vraiment descendre à l'échelle d'en dessous. Maintenant, on a déterminé des groupes génétiques et on va pouvoir déterminer que ce groupe génétique, bien oui, non seulement on voit qu'il y a une forte dominante finlandaise dans le groupe, il y a un petit peu de reste de Scandinave et de Baltique, mais on sait également déterminer que ce groupe génétique qui a été labellisé 396 va
être en lien avec cet endroit-ci précisément de Finlande. Alors, je m'excuse auprès de mes amis finlandais parce que je ne connais pas suffisamment la Finlande que pour vous en donner le détail, mais voilà, on va pouvoir le placer géographiquement dans cette région-là. Et dire, ça ne vient pas seulement de Finlande, parce qu'on dit, ok, ça vient de Finlande, ou ça vient du Pays de Galles, ou ça vient d'Angleterre, sans le placer précisément dans une région. Ici, on va pouvoir descendre le niveau de nuance et de détail jusqu'à des régions, et ça, c'est un travail qui va être encore en cours, parce que ça va s'affiner au fur et à mesure des données, parce que la métadata va continuer d'évoluer. Si vous voulez, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de statique. Et donc, on va avoir un degré voilà, à un moment donné, on pourra presque dire, ça viendra dans telle ville ou dans tel village, etc. Ça va avoir un degré très important. Et à mon avis, dans le futur, de plus en plus, pour vous pointer exactement vos origines. Et donc, par exemple, ici, si on prend 3 autres groupes, donc 263, 299 et 754, voilà, on voit ici leur comparaison. On voit que statistiquement, ben voilà, il y a une grande proportionnalité d'Europe de l'Est, Europe de l'Est ici aussi, Balkans. On voit les comparaisons à chaque fois, les compositions à chaque fois, mais ça permet de rapporter sur une carte et de pouvoir dire que, voilà, de pouvoir les rapporter résultats sur une carte des groupes génétiques, on va pouvoir les rapporter sur une carte et pouvoir vous permettre de pointer plus précisément d'où viennent vos ancêtres. Ce qui après va probablement vous parler pour orienter vos recherches ou pour orienter vos contacts avec des correspondances. Si vous trouvez à un moment donné correspondance avec quelqu'un, vous descendez de quelqu'un qui a bougé, et qui a bougé parfois peut-être de très loin, mais vous trouvez une correspondance avec quelqu'un qui vient de ces régions-là, et dont les ancêtres, eux, n'ont peut-être pas bougé. Ça va peut-être vous permettre d'ouvrir grand des portes de recherche auxquelles vous n'avez pas pensé avant, ce qui est juste absolument fabuleux à mon humble avis tout personnel. Et donc voilà, c'est en rapportant statistiquement ces origines sur la carte, on va avoir une idée géographique bien plus précise de où viennent nos ancêtres, et on va pouvoir aussi analyser comment ils vont bouger dans le temps. Et ça, on va le voir dans pas longtemps aussi. Et donc voilà, pour montrer un exemple ici, vous voyez que on voit à quel point ils ont bougé. Ici, on voit par exemple que l'origine moyenne du groupe génétique 131, c'est l'Europe du Nord et de l'Ouest. Et on voit au niveau du temps entre les années 1700 et 1750, donc on n'est pas encore dans les grandes migrations du 19e siècle, etc. Mais on voit déjà qu'il y a des spots de ce groupe génétique à travers le temps, un peu partout. Et ça, c'est vraiment super parce que ça permet de vous rendre compte aussi, parce que parfois on se dit, mais tiens, j'ai des origines ethniques, mais je ne comprends pas du tout comment j'en suis arrivée là, parce que pour moi, mes ancêtres n'ont jamais bougé, etc. Si, ils ont peut-être probablement bougé, vous n'avez pas encore trouvé, parce que au niveau des archives, même au niveau des sources, à un moment donné, ben, parfois on cale, souvent c'est au niveau du XVIIe siècle qu'on commence à caler, parce que les registres paroissiaux s'étiolent, il y a un manque de sources, etc. Il y a un manque d'informations, mais ça ne veut pas dire pour ça que vos ancêtres n'ont pas bougé avant. J'ai le cas tout récemment. Je suis sûre que la famille d'un client a bougé, mais voilà, au niveau des sources, on reste calé, mais au niveau du patronyme et au niveau de l'origine, enfin du patronyme et au niveau des informations qu'on a dans la recherche au moment où cette recherche bloque, on se dit ben ils doivent venir d'ailleurs. Ben évidemment, on n'a pas c'est toujours toute la question à un moment donné, les sources écrites
se raréfie et on a besoin de sources écrites et de sources écrites de préférence qui se répètent de manière indépendante et qu'on peut vérifier et sur lesquelles qu'on peut tester aussi, et tester dans le sens travailler et éprouver en fait, comme on éprouve une hypothèse pour pouvoir la confirmer ou la rejeter, parce que les sources parfois aussi elles se trompent ou elles se recopient d'une autre source qui elle ne citait pas ses sources, etc. Et du coup on se retrouve parfois avec des informations pas très justes, donc il faut essayer de travailler ça de manière fine pour comparer les sources entre elles, régler éventuellement les oppositions entre sources pour pouvoir déterminer une hypothèse, une conclusion par rapport à une hypothèse posée de départ. Donc voilà, ça c'est la manière dont ça peut être représenté sur une carte. Et alors, par exemple, il y a aussi moyen d'étudier l'évolution d'un groupe génétique, d'une population à travers le temps. Il y a un cas, par exemple, il y a des Allemands au 18e, je regarde juste ma fiche pour pas me tromper. Oui, des Allemands au 18e qui sont venus, qui ont été amenés à émigrer. C'est un groupe de population allemand bien précis, avec des références culturelles bien précises, un dialecte bien à eux, etc., qui a été amené à s'expatrier du côté de la Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Et on a retrouvé des traces génétiques de cette population encore maintenant dans les pays de l'Est que je viens de vous citer, parce que au niveau de leur traceur génétique, c'est vraiment un groupe à part, c'est vraiment un groupe particulier dont on peut déterminer les origines allemandes au XVIIIe siècle à un moment donné. Donc c'était pas un groupe qui était là, c'était pas une population génétique qui était là au XVIIIe siècle en Russie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. C'était vraiment une population qui a été déracinée d'Allemagne, mais dont les origines viennent en Allemagne. Et donc, on a pu retracer, recréer l'évolution de cette population-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Et donc, ben voilà. La liste des groupes génétiques ici, le nombre de groupes génétiques par origine ethnique, on va dire. Donc voilà, en Europe et en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, on en a 295. En Angleterre, on en a 254. En Scandinavie, 187, etc. Donc je vous laisse imaginer à chaque fois, si on faisait un sous-déroulé de chaque nom à chaque fois, le nombre de groupes génétiques qui s'afficherait. C'est pour vous dire à quel point maintenant les résultats sont vraiment affinés et peuvent vraiment vous déterminer avec certitude les endroits, en anglais on dit pinpoint, vraiment détailler vos endroits d'origine. Donc ça c'est le nombre de groupes génétiques par origine ethnique, on va dire ça comme ça. Et donc vous imaginez, voilà, pour l'Italie il y en a 103, le Nigeria il y en a 147, ça c'est juste dingue. Voilà, donc vous imaginez le niveau de détail avec lequel on peut aller loin pour déterminer les groupes génétiques. Alors comment consulter ces groupes génétiques? Donc quand vous arrivez sur votre page d'origine ethnique, vous avez d'abord, il y a quelque chose de très important aussi, c'est que vous pouvez sélectionner ici le niveau de fiabilité des groupes génétiques. Vous pouvez même cliquer sur le petit rond pour avoir des informations et vous pouvez choisir si le lien de confiance est élevé, peu élevé, pas élevé. Ça fonctionne un peu de la même chose que pour les liens avec les correspondances ADN. Attention, un lien faible, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de lien. Moi, j'ai déjà confirmé des correspondances ADN sur base de la généalogie en croisant avec les sources, alors que dans les correspondances ADN, le niveau me disait faible et en fait j'ai réussi à trouver l'ancêtre commun. Donc voilà, mais donc il y a moyen de sélectionner les fiabilités génétiques et en fait en dessous des résultats génétiques vous aurez ici les groupes génétiques. Vous pouvez aussi cliquer pour avoir de petites informations et vous pourrez ici, voilà, évidemment, ça c'est les miens, donc ça va forcément être le groupe génétique Angleterre, Allemagne, France et Irlande, qui a une espèce de pool génétique en lui-même. Il y a un autre pool génétique qui s'appelle Angleterre, parce qu'il va être différent
de Angleterre, Allemagne, en France et Irlande. Celui de l'Angleterre, ça va être vraiment typique. Rien que de l'Angleterre, on ne va pas le retrouver ni en Allemagne, ni en France, ni en Irlande. C'est pour ça qu'il a son groupe à part. Idem pour les Flamands en Belgique, France occidentale et en France nord et nord de la France. Et alors, ça, c'est tout à fait juste parce que, voilà, par exemple, quand on prend mes résultats des Flamands en Belgique, alors on n'en est pas encore à zoomer au niveau du village et des régions, mais ça va vraiment se poser exactement là où sont mes ancêtres par ailleurs. Donc dans la région, donc voilà, ça va pas m'envoyer dans les Ardennes belges où je n'ai pas d'ancêtres à ma connaissance. Ça va vraiment me renvoyer à un niveau. J'étais d'ailleurs très épatée quand j'ai vu ça, parce que c'est vraiment oui, si mes ancêtres ils viennent de là. Waouh, ça c'est vraiment bien. Alors il y a moyen donc d'en apprendre plus si vous cliquez sur le groupe génétique. Voilà, vous avez le numéro du groupe génétique parce que chaque groupe génétique a un numéro pour bien le différencier des autres. Vous allez avoir des informations sur ce groupe génétique, le nombre de kits ADN utilisés pour former ce groupe, le nombre de kits ADN basés liés à des arbres généalogiques, le niveau de fiabilité, et alors en dessous des liens vers les matchs, vers les correspondances pour pouvoir voir qui partage avec vous ces groupes génétiques. Et ce qui est vraiment super génial, ce que j'adore très très fort, c'est dommage que je ne peux pas vous le montrer en vidéo, c'est la chronologie des groupes génétiques. Donc vous pouvez ici, je vous engage à le faire le plus vite possible dès que vous pouvez, aller jouer pour voir l'animation de l'évolution du groupe génétique à travers le temps. Et voir, bon ici on est entre 1900 et 1950, donc on va vraiment voir Amérique du Nord, l'Angleterre ici en Europe, un peu Afrique du Sud, etc. Mais c'est vraiment magique de voir à un moment donné, avant 1600, il y en a presque pas dans le monde, à part en Angleterre, et puis hop, ouf, 17e siècle, ça part partout dans le monde, et puis alors l'Australie et tout ça, et quand on le fait très vite en accéléré, c'est vraiment super génial. Donc je vous engage à faire ça. À tout moment, vous pouvez revenir en cliquant sur la petite carte à droite. Dans le menu ici à droite, vous pouvez cliquer pour revenir où vous êtes, parce que vous pouvez également cliquer au niveau mondial. Donc vous pouvez aller voir au niveau de l'évolution de la population humaine, les évolutions, et ça c'est vraiment super. Vous pouvez voir les lieux principaux où ce groupe génétique est représenté à travers le temps, à travers les périodes, en sélectionnant une période. Vous pouvez également voir les noms de famille les plus courants qui ressortent. Ça va souvent être les mêmes. Évidemment, forcément, parce qu'on va vraiment s'atteler à de la précision par rapport aux origines géographiques. Les prénoms aussi, les plus courants qu'on retrouve. Et les origines ethniques les plus courantes également. Donc, on voit ici au niveau des prénoms, on voit, voilà, John, Mary, Elizabeth, William, Thomas. Ça, c'est tous des noms qu'évidemment on retrouve beaucoup dans le groupe génétique anglais, évidemment. Et donc, et alors les groupes reliés aussi. Voir un peu, tiens, ce groupe génétique-là, il a des liens avec quel autre groupe génétique? Et donc, du coup, on voit qu'ici, on voit qu'il a un peu de lien avec la Suède, Norvège, voilà. On retrouve des liens, vous voyez, dans le grand réseau que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on peut faire des connexions. Alors, ces connexions ne vont pas complètement se chevaucher, hein, sinon ça serait le même groupe génétique. Mais vous allez voir dans le réseau que vous allez voir voilà, qu'il y en a en Virginie occidentale, en Kentucky, Norvège, voilà. Donc il y a des pistes aussi pour les réseaux. Et alors vraiment cette chronologie avec l'animation, vous voyez ici l'animation. Quand vous appuyez là, ça va tout seul, ça s'avance tout seul. Promis pour le prochain webinaire, on a promis qu'on s'entraînerait à implémenter des vidéos à l'intérieur pour pouvoir vous montrer ça de façon moins statique.
Mais c'est vraiment quelque chose de fabuleux et vous pouvez zoomer en avant, zoomer en arrière, revenir au niveau du monde, regarder les autres groupes génétiques. Tiens, ok, moi je suis plutôt tel groupe génétique, mais les autres ils font comment? Hop. Et donc du coup, c'est vraiment super. Au-delà du degré de précision par rapport à notre arbre, c'est vraiment intéressant. Il y a également un événement que j'aime beaucoup, qui est de montrer sur la carte les événements d'arbre généalogique. Donc du coup, ça va vous pointer sur la carte les différents événements des arbres généalogiques. Et donc, du coup, ça permet de mettre tout beaucoup plus en lumière et beaucoup plus en perspective et que ce soit beaucoup plus clair au niveau de la compréhension de l'évolution des populations dans le monde et de nos arbres aussi. Donc ça, c'est vraiment génial parce que le vrai réel bonus, c'est que vous allez pouvoir faire des connexions avec vos arbres, quelque chose de fou, de voir qui partage le groupe génétique avec vous, et du coup d'avancer dans vos recherches parce que ça va vous permettre de mettre le doigt exactement là où vous devez diriger vos recherches. Voilà. Donc voilà, oui, et la petite carte, ça vous permet toujours de recentrer les informations. Donc, je vous invite vraiment à aller jouer avec cette animation et aller voir un peu ce qu'elle dit de vos groupes génétiques, quelles pistes elles peuvent vous amener sur votre recherche, quelles personnes sont de ce groupe génétique-là aussi, de voir un peu avec vos origines ethniques parce que vraiment, c'est un très, très, très bel outil qu'on a reçu et c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va faire progresser la recherche de beaucoup de personnes. Donc, je trouve ça super. Voilà. Non, je ne sais pas pourquoi mes slides ne veulent plus fonctionner. Bon, je pense de toute façon que voilà. Donc, en conclusion, ça augmente les possibilités de croisement d'informations entre vos origines ethniques, votre arbre, vos correspondances. Ça vous donne un apprentissage étendu de l'histoire des groupes génétiques et de leur évolution géographique dans le temps et donc des pistes de recherche par rapport aux lieux dont vos familles sont originaires et également où est-ce qu'elles auraient pu aller et pourquoi est-ce que j'ai des cousins à un moment donné dans le Kentucky. Ah bah oui, mais parce que leurs ancêtres sont venus d'Angleterre à un moment donné et des résultats qui permettent d'affiner et de diriger vos recherches de façon plus précise. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'aurais pu contribuer à partager mon enthousiasme à propos des groupes génétiques et je reste à votre disposition pour toute question, toute remarque éventuelle. Voilà. Merci Marie pour cette présentation très exhaustive. Est-ce que tu m'entends Marie? J'espère que tout le monde m'entend? J'ai Tout à fait, parfait. La parole et je reprends le contrôle de l'écran. J'ai répondu à beaucoup de questions pendant cette présentation. Il en reste quelques-unes. Nous allons pouvoir répondre maintenant. Nous allons d'abord je vais annoncer le prix du gagnant de l'abonnement complet à MyHeritage pour une année, donc un abonnement qui donne accès à toutes les fonctionnalités. C'est Monsieur Arnaud Deck qui remporte cet abonnement. Monsieur Deck, je vous contacterai par email pour mettre à jour votre abonnement, votre compte sur MyHeritage. Je vous rappelle que cette session, on m'a posé la question et je l'avais dit au début, sera disponible en ligne. Alors dans le site évidemment de Family Tree Webinars, mais aussi dans la base de connaissances de MyHeritage. Vous voyez ici education.myheritage.fr. Donc ça va être accessible en ligne au plus tôt demain, sinon cette semaine, sans limite de temps et gratuit évidemment. Donc vous pouvez revoir cette présentation à votre guise. Sachez que le prochain webinaire aura lieu le 27 juin avec Justine Berlière qui est archiviste et qui fera une session sur les conseils méthodologiques pour bien commencer votre généalogie.
Voici la page d'accueil de la base de connaissances de MyHeritage. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à y aller parce que j'ai vu beaucoup de questions pendant la présentation qui sont les sujets de biais justement dans cette base de connaissances. Vous allez dans la section articles ADN et vous allez voir beaucoup de réponses qui concernent vos questions d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour justement passer aux questions, il y a eu plusieurs questions, mais c'était dès le début de la présentation, avant que Marie explique ce que ça veut dire la recombinaison génétique. Certaines personnes m'ont écrit mon enfant, mon fils n'a pas les mêmes origines ethniques que moi, ou j'ai cette origine ethnique, mon fils ne l'a pas, ouais, etc. Ou avec mon frère, on n'a pas exactement les mêmes origines ou les mêmes pourcentages. C'est Marie, donc il a expliqué au début, mais c'est vrai qu'il y a deux articles qui expliquent ça précisément dans la base de connaissances. Donc je vous invite à vous rendre sur la base de connaissances. Des personnes aussi avaient posé des questions sur comment ça marche et donc tu l'as expliqué de façon très détaillée avec les populations fondatrices. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais passer. Alors quelqu'un m'a demandé si ça veut dire qu'il faut acheter un autre test ou refaire un deuxième test. Pas du tout. Ah non, non. Les groupes génétiques ont été lancés la veille de Noël, donc le 24 décembre 2019. Les personnes qui ont déjà fait le test ont vu, en fait, les groupes génétiques ont été mis à jour directement sur leurs résultats déjà existants. Donc, une autre personne a demandé comment on voit tous les groupes qui concernent la France. Quand vous allez dans vos résultats, vous allez voir que vous pouvez voir tous les groupes, toutes les régions génétique, vous avez accès à tout le détail, même si vous n'appartenez pas à ces groupes. Donc, il suffit d'aller voir dans vos résultats. Si vous avez fait le test, évidemment, vous n'avez pas besoin de refaire le test. On parle donc des mêmes résultats. Donc voilà, donc ça doit être très clair. Une autre question, quelqu'un demande comment on peut voir ces correspondances qui appartiennent à une origine ethnique spécifique. Dans ce cas-là, cette dame demande à propos de son origine asiatique. Vous verrez que quand vous regardez vos origines, avec d'ailleurs les groupes génétiques, en bas de ce menu, vous avez la possibilité de voir les correspondances ADN qui font partie du même groupe ou de cette origine. Donc vous cliquez dessus et vous allez voir la liste de toutes les correspondances, de toutes vos correspondances qui concernent ce groupe ou cette origine. Voilà, donc ça c'est clair. Et à partir du menu des correspondances, il y a également moyen de filtrer par origine. Exact. Oui, il faut prendre le temps de jouer avec toutes les possibilités et tous les filtres. Quelqu'un demande juste aussi si on fait un test ADN mitochondrial. Alors, MyHeritage c'est un test autosomal. Est-ce que les résultats vont être différents? En fait, Marie, tu veux peut-être expliquer ça? Mais en fait, ça, les résultats du test autosomal vont prendre les deux côtés indifféremment l'un de paternel et l'autre. maternel, oui. Paternel et paternel, indifféremment l'un de l'autre. Et donc, forcément, si on va faire un test mitochondrial, bien, ça va ne prendre en compte que le côté maternel. Donc, voilà. Ce sera la mosaïque du côté maternel uniquement, tandis que avec le test autosomal de MyHeritage, ce sera la mosaïque paternelle et maternelle. Et je tiens à préciser qu'il y a justement un article dans la base de connaissances de MyHeritage qui explique ce que chaque test ADN donne comme résultat, sachant que MyHeritage ne propose que le test autosomal. Donc je vous invite aussi à lire l'article dans la base de connaissances. Voilà, est-ce que je vais répondre à d'autres questions? J'ai répondu à beaucoup de questions pendant que Marie était en train de parler. Non, je crois qu'on a fait le tour parce que beaucoup de questions concernaient tu en as parlé après pendant la présentation. Donc, je pense que nous allons pouvoir arrêter là aujourd'hui.
Marie nous a expliqué en détail tout ce qui concernait les groupes génétiques. Si vous n'avez pas commencé à les regarder, je vous invite donc, je pense que Marie était suffisamment enthousiaste pour vous donner l'envie d'aller voir vos groupes génétiques et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire sur les conseils méthodologiques pour commencer votre généalogie avec Justine Berlière qui est archiviste. Voilà. Merci Marie pour cette session. Merci à tous. Et j'espère Merci, à bientôt. Et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée, au revoir.